En mai 1997, alors que la ville de Dreux, en Eure-et-Loire, risquait de tomber dans l'escarcelle du Front National et de sa candidate Marie-France Tirbois, Dieudonné se présente aux élections législatives pour s'opposer au FN. Il obtient 7,74% des suffrages. En même temps, il essaye d'ouvrir à Dreux un espace culturel indépendant dans une caserne désaffectée. C'est à cette occasion que nous l'avons reçu sur cette antenne, alors que nous animions une émission antifasciste. Il nous avait ensuite gentiment invités à assister à son spectacle. Le 15 novembre 2006, nous nous retrouvons à la fête du Front National, la fête des Bleus-Blancs-Rouges. Cette même année 2006, Le Pen assistera avec des milliers d'autres personnes au spectacle de Dieudonné au Zénith de Paris. Il y a invité le négationniste Robert Forisson pour lui remettre le prix de l'infréquentabilité et de l'insolence. Prix remis par un figurant déguisé en déporté juif. Que s'est-il passé entre 1998, date à laquelle il venait participer à une émission antifasciste et s'opposait au FN, et 2006, date à laquelle il avait complètement basculé dans l'ignoble. S'agit-il d'une dramatique mais banale réactualisation de l'antisémitisme au travers de ce triste personnage, ou assiste-t-on à l'émergence d'un phénomène plus complexe? Comment et pourquoi Dieudonné est-il devenu le trait d'union d'un front antisioniste, autrement dit, dans ce cas-là, antisémite? De quel soutien et de quelle complaisance bénéficie-t-il? Au profit de qui? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons ce soir Michel Briganti, co-auteur avec André Deschaux et Jean-Paul Gaultier du livre La Galaxie Dieudonné pour en finir avec les impostures, qui vient de paraître aux éditions Sileps. Michel Briganti anime le CRIDA, le Centre de recherche, d'information et de documentation antiraciste. Nous allons passer 1h15 avec lui pour tenter de décrypter, d'analyser le phénomène Dieudonné. Michel, bonsoir. Bonsoir. Donc, j'animerai l'émission, Cédric, donc, avec Patrick, qui interviendra à certains moments. Donc, je viens un petit peu de parler de ce personnage qui a basculé en quelques années d'un racisme, antifascisme moral. On le sentait déjà un peu perdu à l'époque, en 98, quand il était venu à cette antenne, mais on sentait quelqu'un de sincère, quelqu'un qui avait la volonté de bien faire les choses, qui était dans une logique qui nous avait paru à l'époque plutôt constructive, et quelqu'un qui, après, on peut aimer ou ne pas aimer, mais en tout cas avait quand même un certain humour. Et on le retrouve aujourd'hui donc au cœur de l'ignoble, au cœur d'une véritable galaxie, pour reprendre votre titre. Donc ce soir, nous allons parler de ce personnage, mais comme nous allons un petit peu suivre le plan de votre livre, nous allons surtout traiter des réseaux de Dieudonné. Donc pour démarrer, on va peut-être quand même le resituer un petit peu, et ensuite on axera surtout donc l'entretien sur ces réseaux, à la fois en France et à la fois sur le plan international. Donc je disais tout à l'heure qu'il avait été candidat aux élections législatives en 97 à Dreux. Complètement. Dieudonné, c'est le point de départ de notre ouvrage. Hein. C'est à la fois au départ une énigme, parce que pour ce qui nous concerne, tous les trois, nous avons eu, comme vous, apparemment l'occasion de le fréquenter il y a de cela quelques années avec d'autres orientations politiques, aussi de le voir en spectacle où il n'y a pas de débat. C'était un humoriste. Je parle au passé. C'était un humoriste car effectivement il avait un certain talent, non pas parce que ses thèmes, je dirais, de scène pouvaient rencontrer ce que nous pensions par ailleurs, mais parce que effectivement il jouait à plein le rôle qui était le sien. Et puis il y a eu soit une lente évolution, n'étant pas psychanalyste et n'ayant pas non plus décortiqué son comportement au quotidien durant ces dernières années. On ne peut pas dater avec précision son basculement. Par contre, il y a eu à la fois une dérive du personnage qui est passé, comme vous l'indiquiez, d'un antiracisme et d'un antifascisme moral. Effectivement, il était plutôt dans la mouvance, on va dire, pour faire court, SOS racisme des grandes années. Donc, un antiracisme du bien et du mal, un antiracisme un petit peu influencé quand même par le Parti socialiste. C'était quand même non pas son rattachement politique, car il n'a jamais été à notre connaissance encarté. En tous les cas, il fréquentait des milieux, on va dire, artistiques qui étaient proches des partis gouvernementaux de l'époque. Et donc, aussi des gens comme Zebda, on l'avait vu tout aussi, à fait, soutenir Zebda au municipal à Toulouse en 98. À Toulouse en 98, avec d'autres artistes. Il n'a pas hésité à soutenir la liste, qui d'ailleurs a eu des élus, puis ensuite qui a vécu sa vie de liste politique. Et
il a comme ça, au fil du temps, Dieudonné, on a mis l'homme qui aimait les élections, c'est le titre du chapitre, car on se posait la question, c'est quand même un humoriste au départ, c'est son métier, c'est sa profession, et en fait, c'est l'un des hommes politiques qui s'est le plus présenté aux élections. Il avait pratiquement tout fait, ou du moins tout tenté de faire. Vous indiquiez les législatives contre Marie-France Thirbois. Donc Marie-France Thirbois, c'était une des figures du Front National, qui est décédée il y a peu, et son mari, donc Jean-Pierre Thirbois, était l'un des piliers fondateurs, un solidariste, donc l'un des courants de l'extrême droite française. Donc vraiment, ce qui se fait non pas plus radical, parce qu'après distribuer la palme à tel ou tel, c'est parfois un peu complexe, mais enfin en tous les cas, une extrême droite qui se revendiquait comme telle. Puis les municipales, puis 2 fois candidat à la candidature au présidentiel, puis candidat contre Dominique Strauss-Kahn à Sarcelles aux législatives quelques années plus tard, puis candidat sur la liste Euro-Palestine, sur laquelle sans doute on reviendra car c'est un moment important, et puis son dernier, je dirais, fait politique en matière électorale, c'est se présenter sur la liste dite antisioniste, donc sur laquelle je pense on reviendra parce qu'il y a beaucoup à dire, et qui a été un catalyseur de tout un tas de mouvements, d'individus, de revues qui pour la première fois ont connu une audience médiatique relativement importante. Et puis là, c'est la chute, mais ce n'est pas un secret, mais aux prochaines élections présidentielles, Dieudonné soutiendra un candidat qui s'appelle Biquette. Biquette, c'est une chèvre car effectivement, en bouffon qu'il est, il essaie de masquer de façon relativement dérisoire, mais de masquer une impuissance politique en disant en gros le système, de toute façon, c'est un système de bouffons, de corrompus, donc aucun candidat ne vaut la peine. Je ne renonce pas à mes idées, c'est à savoir l'antisionisme. Lire dans mon propos, entendre antisémitisme, bien évidemment, là-dessus, je dirais, hélas, il n'y a pas de débat, il n'y a plus de débat. Bien évidemment, dans mon propos, il ne s'agit pas d'assimiler antisionisme et antisémitisme, ça serait absolument à l'encontre de ce que je peux penser par ailleurs, de ce que nous pouvons penser tous les trois par ailleurs, mais pour autant, pour ce qui concerne Dieudonné, hélas, là, il n'y a pas photo, les exemples sont très nombreux, encore aujourd'hui, de toute façon, maintenant, il ne fait même plus semblant, il frise en permanence avec le tribunal pour ce genre de propos. Et donc Biquette, puisqu'après tout on a tout essayé, pourquoi pas une chèvre? C'est la chute, mais on en dira 2 mots. Mais derrière, il y a aussi un projet politique un peu plus complexe et subtil. Qu'on va décrypter dans cette émission. Mais juste repartir un petit peu en arrière. Donc, on a parlé donc d'une proximité avec le PS, avec des partis en place. On a un petit peu parlé donc de cet antiracisme moral. Mais en 2002, quand il tente de se présenter aux élections, là, il faut peut-être un petit peu revenir là-dessus, parce que je pense que dans son parcours, même si évidemment on va pas faire forcément son analyse psychologique, c'est quand même important, c'est quand même un moment important. Donc, il essaie de se présenter au nom des utopistes, donc là qui est plutôt là aussi qui pourrait paraître être une bonne initiative en tout cas, et il n'arrive pas à recueillir ses 500 parrainages. Donc il faut rappeler que pour se présenter à une élection présidentielle, 500 parrains, donc 500 maires ou élus, ce qui est effectivement extrêmement difficile. Enfin les candidats qui sont dans les starting blocks pour les présidentielles de 2012 en savent quelque chose, c'est extrêmement difficile. Enfin en gros la tournée des 36 000 et quelques communes françaises pour aller voir les petits maires pour au nom de la démocratie obtenir des signatures. Alors Dieudonné et quelle est à cette époque-là, donc quand il se présente au nom de ces fameux utopistes, qu'est-ce qu'il met derrière l'utopie? Quels sont ses axes à l'époque en 2002? Donc quelle dizaine d'années? Ces axes étaient des axes, on va dire, enfin politiquement légers mais sympathiques. Par exemple, il voulait accorder des logements pour tous, ce qui est une revendication complètement légitime et pas du tout liée à quoi que ce soit de ce qu'il est devenu par ailleurs. Il avait constitué un gouvernement, on va dire idéal, dans lequel il y avait ses amis humoristes, dans lequel il y avait des acteurs. Il avait, on va dire, un programme grosso modo qui pourrait, en allant très très vite, se situer dans la gauche radicale, avec des nuances bien évidemment en fonction des thématiques, mais quelque chose de non seulement absolument pas aberrant, mais au contraire de complètement raisonnable et je dirais politiquement correct, on va dire cette fois-ci dans le bon sens du terme, quoi. C'était la dérive elle vient un petit peu plus tard. Oui, parce que à partir du moment où il n'a pas donc ses 500 parrainages, là on voit quand même déjà son esprit paranoïaque s'agiter, puisque là je le cite donc pour expliquer cette non-obtention des 500 parrainages, donc nécessaires pour pouvoir se présenter au présidentiel. Il disait, il parlait déjà de cabale, 10 jours avant le dépôt des signatures, 200 des parrains envisagés s'étaient dédits. On a essayé de faire de moi le champ de l'antisémitisme et presque l'ambassadeur d'Al-Qaïda à Paris.
Dans une interview, j'ai effectivement soutenu qu'il n'existait pas de juifs, de noirs, de catholiques, mais seulement des humains et que seul le peuple élu que je connaisse était le seul peuple élu que je connaisse était celui des hommes, etc., etc. Donc on commence déjà là à sentir cette idéologie conspirationniste, cette paranoïa. On commence elle est en gestation là déjà. Ah, complètement. Elle est en gestation. Alors ensuite, est-elle fondée ou pas? Les 200 signatures. J'avoue franchement, dans la mesure où les signatures, même lorsqu'elles sont, je dirais, obtenues, en plus il y a un tirage au sort ensuite du fait que le Conseil constitutionnel ne publie les signatures tirées au sort, mais je suis absolument convaincu que Dieudonné était très très loin d'avoir le nombre de signatures qu'il revendiquait, mais peu importe. En plus derrière, il a dit après c'est un complot des banques qui ne voulaient pas non plus lui prêter de l'argent. Enfin bon, tout a été dit, mais on voit effectivement poindre la paranoïa. Si on parle de cabale, et donc derrière la cabale, c'est un thème qu'il réutilisera régulièrement et de façon, je dirais, croissante, se cache un lobby. À un moment donné, le lobby n'avait pas de nom. Puis il en a un, c'est le lobby sioniste, et puis à un moment donné, le lobby sioniste devient le lobby juif, et puis les choses aujourd'hui sont complètement claires, parce que c'est Israël, le lobby juif, à peine déguisé derrière des précautions oratoires pour éviter de se retrouver comme tous les matins devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Mais en dehors de cela, qui juge ce type d'infraction, justement, pour revenir sur ce type d'infraction, ce qui est assez intéressant, c'est que ça va être aussi un de ces axes de lutte. Cette fameuse loi Guesso donc contre le racisme et le négationnisme. Donc juste en 2002, donc il se présente à Sarcelles contre Dominique Strauss-Kahn. Le Parti des musulmans de France, donc un parti de musulmans intégristes, lui accorde son soutien. En 2007, il essaye aussi de se représenter et il déclare, donc un petit peu comme programme, donc il veut s'opposer au totalitarisme de la pensée unique, au communautarisme porteur de division et à l'exclusion sociale, les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité. Et il propose de restaurer la liberté d'expression par l'abolition des lois racisantes du 13 juillet 1990, dite loi Guesso, du 29 janvier 2001 sur le génocide arménien, du 21 mai 2001, dite loi Taubira, etc., etc. Donc là, on voit déjà que par rapport à cette loi qui a été surtout faite pour condamner les négationnistes, l'antisémitisme à un moment où ils avaient le vent en poupe, on se rend compte que déjà, cette loi, il en fait son grand ennemi. Ah c'est son grand ennemi, comme le grand ennemi. Alors là, c'est là aussi un point, enfin non pas de convergence, mais un point de voisinage idéologique et politique extrêmement fort avec l'extrême droite classique. Je dirais, l'abrogation de la loi Guesso et des lois qui pourraient y ressembler sont un thème récurrent à l'extrême droite française et internationale, y compris la loi Guesso. Enfin Guesso n'imaginait pas un jour être aussi célèbre que cela à l'étranger, puisque c'est devenu vraiment la poupée vaudou qu'il faut absolument, je dirais, planter d'aiguille, parce que c'est celui par qui le mal est arrivé. Alors ensuite, la loi Guesso, enfin ce n'est pas le propos, mais bien évidemment, y compris les historiens, parmi les historiens, il y a de très grands historiens que l'on ne peut absolument pas soupçonner ni de négationnisme ni de révisionnisme, qui considèrent que ce n'est pas au législateur de dire quelle est l'histoire avec un petit ou un grand H, bien évidemment. Enfin, Jean-Paul Gaultier, l'un de mes deux co-auteurs qui est professeur d'histoire, là-dessus a un peu creusé la question. Bien évidemment, le débat existe, mais là, il est instrumentalisé au profit de racistes, de négationnistes, d'antisémites, et absolument pas au nom de l'intérêt de la recherche historique. D'ailleurs, la boucle sera bouclée, puisque quand il recevra Robert Forisson, à son spectacle au Zénith, la loi Guesso était aussi une réponse à Robert Forisson. Enfin, on voit tout ça qu'il y a une vraie cohérence. Alors ensuite, il va se présenter donc avec la liste Euro-Palestine, mais qui est quand même assez différente de ce qu'il fera par la suite. Ah, complètement, la liste Euro-Palestine. Alors après, on peut discuter des mérites de la liste Euro-Palestine, du Cap Jipo, donc du collectif d'associations en soutien peuple palestinien, mais en aucun cas, enfin nous sommes non pas prudents, parce que nous n'avions pas à être prudents, mais nous ne tirons absolument pas un trait d'égalité entre la liste Euro-Palestine qui s'est présentée donc aux élections européennes en Île-de-France en 2004 et la liste antisioniste qui s'est présentée en 2009. Il n'y a aucun rapport, même si sur les deux listes, on peut regarder en étant, je dirais, avec une grosse loupe, il y a éventuellement des soutiens. Par exemple, il y avait déjà Dieudonné, Alain Soral qui gravitait autour. Dieudonné était sur la liste. Enfin, des personnages pouvaient se retrouver sur les deux listes, mais en aucun cas, les projets politiques étaient identiques. Savoir que en 2004, Laïla Chaïd, qui était à l'époque la représentante parisienne de l'autorité palestinienne, avait demandé à la liste Euro-Palestine de se retirer, puis en disant en gros que c'était pas le meilleur moyen, non pas parce qu'elle
qu'elle était mauvaise intrinsèquement, mais parce que elle considérait que c'était pas le meilleur moyen que de défendre le peuple palestinien à Paris lors des européennes, que de focaliser sur un conflit israélo-palestinien. Bon, ensuite, c'est un débat, mais nous étions à l'intérieur, je dirais, d'un débat entre amis du peuple palestinien, reconnus comme tel par le peuple palestinien et les organisations et l'autorité en 2009. La liste antisioniste qui se présente aux élections européennes de 2009. Ouais. Personne ne la reconnaît. Alors après, on peut considérer que c'est de l'hypocrisie. Les faux culs en politique sont nombreux, y compris dans certains milieux. Mais en tous les cas, personne ne reconnaît la liste comme étant une liste amie, que ce soit le Hezbollah, le Hamas, l'autorité palestinienne. Personne. Alors même si pourtant Dieudonné, donc là je vais le citer, invite tous les insoumis de ce système, tous les infréquentables, à le rejoindre dans sa lutte pour la liberté d'expression. Alors qui compose cette liste donc de 2009 aux européennes ? La liste, c'est le. Enfin, en gros, on va pas détailler tous les. C'est à la fois c'est une liste un peu originale parce qu'elle rassemble à la fois des conspirationnistes, elle rassemble à la fois des militants d'extrême droite déclarés. C'est-à-dire qu'il y a, lorsque la liste est présentée, il y a des gens qui sont encore encartés au Front National de la Jeunesse, donc l'organisation jeune du Front National, des gens qui sont proches du Renouveau Français, donc une organisation extrêmement extrême droite, pétainiste, extrêmement violente, des gens qui sont liés au Parti solidaire français, donc ex-droite socialiste. Rien que les noms déjà font à la fois sourire, mais renvoient aussi, hélas, à l'histoire, même si les nombres ne sont pas au rendez-vous, et fort heureusement, mais ce sont quelques dizaines d'individus, ce sont des groupuscules ou des petits groupes. Enfin, les petits groupes, moi je n'ai pas pour habitude de mépriser et de juger une politique au nombre de militants qu'il apporte, parce que sinon ça serait quand même très réducteur. Il y a bien sûr aussi la composante dite musulmane, avec des guillemets, qui tourne autour du parti antisioniste de Yahya Gouasmi, et de très nombreuses autres petites, je dirais, structures. Je mets encore des guillemets musulmanes, car ce sont des gens qui se revendiquent comme musulmans, mais qui sont de fait plutôt l'émanation en France, parce qu'il faut appeler un chat, sans mauvais jeu de mots, de certaines politiques étrangères, par exemple, je parle de la République islamique d'Iran. Alors ça, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. C'est l'exemple. Et donc cette liste, c'est vraiment un attelage très hétéroclite. Il y a aussi quelques illuminés, des amis des sectes. Bon, je suis prudent, car la personne Philippe Cotten, qui est un ami des sectes, c'est un procédurier. Donc, gros, dès que son nom est prononcé, il fait des procès au monde entier. Donc soyons prudents. Ne donnons pas des estrades judiciaires à des gens qui ne les méritent absolument pas. Mais... Et on retrouve par exemple aussi, alors à cette antenne, ça peut aussi nous intéresser, un certain Francesco Condemi. Complètement. Alors Condemi, c'est encore un cas particulier. Ah oui, forcément, parce que la liste avait pour objectif, sous couvert d'antisionisme, ce qui, vu de chez nous, n'est pas en soi infamant, loin de là, bien au contraire, de rassembler tous les rebelles au nouvel ordre mondial, on verra comment on le traduit en neuf langues d'extrême droite, mais et donc il y avait effectivement une composante qui se déclarait soit altermondialiste. Il y avait un militant qui avait traîné ses guêtres à Attaque. Il y avait aussi effectivement c'est Francesco Condemi qui a, dit-il, mais apparemment les vérifications ont été faites par nos soins, qui a traîné dans ses jeunes années d'étudiant dans la mouvance de l'extrême gauche, à Jussieu, à l'université de Jussieu à Paris par exemple, à la Ligue communiste révolutionnaire, jeunesse communiste révolutionnaire, qui aujourd'hui qui a été aussi dans les mouvements de chômeurs en 98, qui était plutôt tendance libertaire autonome. Et qui aujourd'hui continue, même si personne ne le reconnaît comme étant l'un des siens, se définit comme étant un militant libertaire. Il a cité la CNT, Alternative Libertaire. Enfin bon, en gros, toute la mouvance libertaire y est passée, mais à aucun moment que ces organisations ne l'ont reconnu comme l'un des leurs, bien évidemment. Et donc ce Francesco Condemi, donc tout à l'heure on parlait de l'altermondialisme, mais Francesco Condemi, contrairement à cet altermondialiste, il joue un rôle quand même un peu plus important dans cette liste que d'autres. Voilà, de prime abord, on pensait que c'était un peu un farfelu parmi d'autres, parce qu'effectivement, son discours politique était quand même relativement peu cohérent. Et en regardant de plus près, et surtout en remontant un petit peu la chronologie, à la fois des bios des différents candidats, mais aussi des mouvements qui gravitent autour des candidats, nous nous sommes rendus compte que donc Condemi est documentariste et a une société de production, Clap 36, qui produit des documentaires, je dirais de bas niveau, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas spécialiste en cinéma, mais enfin, c'est
c'est quand même relativement indigent, bien qu'intéressant par ailleurs. Sur des documentaires de propagande, donc il y a toute la lourdeur que ça peut engendrer. Essentiellement des interviews face caméra, avec des extraits d'archives un peu lourds effectivement, mais qui produisent un certain effet, et donc qui ont été très vus dans les milieux gauchistes libertaires encore en 2002-2003, notamment son documentaire qu'il avait fait sur la guerre en Irak, donc entre les deux guerres en Irak, donc entre celle de 91, la première guerre du Golfe, et la seconde. Il était allé en Irak et il avait un discours très pro Saddam Hussein, assez gênant, mais en même temps gênant, mais avec une force, je dirais, dans le discours anti-impérialiste qui faisait qu'il était quand même séduisant pour les milieux gauchistes traditionnels qui pouvaient s'y retrouver. Tout à fait. Il a mis aussi sa caméra ensuite au service de la mouvance, parce que la galaxie, on aurait pu aussi appeler ça nébuleuse. Alors après, nous ne sommes pas des spécialistes du domaine scientifique en question, mais enfin, en tous les cas, ce sont des planètes qui parfois, je dirais, convergent, se rencontrent, font un bout de chemin ensemble. Il y a la galaxie de Thierry Messant, qui lui aussi, je dirais, a commencé, n'est pas devenu un militant d'extrême droite. Par contre, aujourd'hui, il les fréquente extrêmement assidûment, au point de leur accorder des interviews dans Rivarol. Donc Rivarol, ce n'est pas quand même une feuille de chou anodine, c'est quand même l'un des piliers de la presse extrême droite parisienne, fondée par les épurés de la collaboration. Donc ça, c'est tout dire. Et donc Thierry Messant se veut un géopoliticien, un géostratège. Il a effectivement une culture politique et géopolitique relativement conséquente. Il passe toutes les semaines sur des chaînes, je dirais, où ses spectateurs se chiffrent par millions, les chaînes russes, des chaînes vénézuéliennes, des chaînes iraniennes. Bon, effectivement, les médias, on va dire, certains médias étatiques se l'arrachent. Donc, de ce point de vue-là, il a une audience sans commune mesure avec la nature de son personnage. Et Condemi a donné, par exemple, en 2005, à Bruxelles, il y a eu une conférence qui s'est appelée Axis for Peace, donc l'Axe pour la paix, conférence à laquelle ont participé c'est désagréable à dire, mais des idiots utiles, on va dire cela comme ça, des gens en toute bonne foi. Le contenu de la conférence en lui-même, du moins ce qui en a été publié, car nous n'y avons pas assisté, mais nous en avons lu les minutes, il n'y a pas eu de dérapage outrancier. C'était en gros une conférence de plus contre le nouvel ordre, on y retrouvait des gens qu'ici on a pu suivre dans les mouvances libertaires, on a pu suivre, parce que certains se revendiquent. Je pense par exemple au Belge Jean Bricmont, au scientifique belge Jean Bricmont, qu'on connaît par ailleurs pour sa proximité avec Chomsky notamment, voilà. Qui est considéré un petit peu comme le principal relais de Chomsky en Europe, ou des gens comme Annie Lacroix-Rie, qui est une historienne, donc spécialiste des années 30, voilà. qu'on avait aussi d'ailleurs reçu à cette antenne. Donc on voit que c'est vrai que c'est un véritable panier de crabes. Nous les avons en même temps, nous les avons interrogés, parce que c'est toujours désagréable d'ajouter sur une liste d'affreux des gens qui, quoi qu'on pense par ailleurs de leurs propos, ne sont intrinsèquement pas affreux, je dirais, par nature. Annie Lacroix est un exemple. Nous l'avons interrogé en disant voilà, vous avez participé à cette conférence Axis for Peace. Par ailleurs, vous avez participé à des débats organisés par les conspirationnistes de Solidarité et Progrès, de Cheminade. On en reparlera, on développera. Cheminade. Vous êtes fait piéger, berner. Concrètement, on a reçu des messages, parce que d'ailleurs c'est pour ça que nous avons atténué nos propos en disant effectivement, elle a participé une fois, et puis elle s'est rendue compte, alertée par ses amis, qu'elle faisait fausse route, et donc bien sûr les relations en sont restées là. Bricmont, Michel Collomb. Voilà, Michel Collomb, ce serait intéressant parce que je pense que Michel Collomb a une implication plus importante. Complètement plus compliquée, et Bricmont, mais qui se fait interroger très très longuement dans une vidéo par justement Condemi. Condemi les a tous interrogés pendant des heures. Essentiellement, le point de départ, c'est 2005 à Bruxelles, à l'occasion de cette fameuse conférence, mais ensuite, ils ne se sont plus quittés. Et ce qui fait que le porte-parole médiatique de cette galaxie dans ses différentes composantes, c'est effectivement Francesco Condemi et sa société de production, CLAP, son association, c'est une association de la 1901, CLAP 36. Alors, on va bientôt faire une pause musicale, juste une ou deux dernières questions, parce que là, je pense qu'on a quand même fait le panorama, en tout cas, de la vie politique de Dieudonné. Donc, on reviendra un petit peu sur la galaxie qu'il y a autour de lui. Mais n'oublions pas que Dieudonné, à l'origine, est un comique, donc on va pas trop s'apesantir dessus, mais juste quand même savoir parallèlement à cette carrière politique où il s'est de multiples fois présenté, est-ce qu'il a pu continuer
son travail d'humoriste. Il a été effectivement longtemps, et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que nous l'avons découvert et suivi, en tant qu'humoriste. Alors après, l'humour, c'est comme beaucoup de choses, on apprécie, on n'apprécie pas. Pour ce qui nous concerne, nous avons apprécié en son temps. Et puis, Dieudonné Dérivant a été victime. Je dirais, il a reçu le boomerang, il a été victime d'interdits professionnels. De fait, il est arrivé un moment même où, d'après ce que nous avons compris en lisant ses différents écrits et ceux de ses amis, il en était arrivé à avoir des soucis financiers très réels. Parce que La Bascule, c'est comme 2003, c'est l'émission de Fogiel, non? Voilà, c'est l'émission de Fogiel, c'est son fameux sketch. On peut pas plaire à tout le monde, voilà, justement, on l'a bien nommé, ouais. Zig Heil, tout ça, et là encore, on peut en discuter, mais la bascule pour lui, c'est qu'il s'est fait agresser, parce que tout à l'heure nous parlions là, juste sans rentrer dans la psychologie, mais lui-même date un peu sa bascule. Il était en tournée aux Antilles françaises. Il s'est fait agresser par 4 jeunes. 4 jeunes qui étaient 4 jeunes juifs sionistes, qui sont devenus ensuite dans la propagande de Dieudonné, qui sont devenus des membres de Tzahal, donc de l'armée israélienne, titulaires d'un double passeport, entraînés au Krav Maga. C'est la totale dans le délire paranoïaque antisioniste avec 50 guillemets. Mais là, effectivement, il s'est fait agresser. Ensuite, en venant à Paris, il a eu des soucis, y compris, il a été agressé par des jeunes sionistes. Ses enfants ont été un peu, je dirais, agressés, ont été agressés. Ouais. Donc, quelque part, et comme par hasard, des gens se sont proposés pour assurer sa sécurité. Et qui sont ces gens? Ce sont les militants d'extrême droite. Et Dieudonné, à un moment donné, il dit, en gros, on ne regarde pas la couleur de la main qui se tend, on la prend et on dit merci. Et effectivement, c'est une constante dans les dérives que l'on a pu constater. Regarder des gens qui, chez les Verts ou ailleurs, qui ont dérivé, je dirais, d'un antisionisme, on va dire, complètement fréquentable, et puis très rapidement, une peau de banane aidant, sortant une énorme connerie, faut l'appeler comme cela, conscient ou pas, je n'en sais rien, je ne suis pas dans la tête des gens, et puis deviennent tricards, l'ostracisation, et à un moment donné, on leur dit, viens chez nous, on ne demande pas d'abjurer ton passé. Oui, la radicalisation. Voilà, tu fais ton chemin, et puis on verra bien. Et il y en a quelques-uns comme ça. Donc Dieudonné, a été en gros interdit de spectacle dans beaucoup de salles, et par contre, il s'est doté d'un outil qui a l'air assez efficace, puisque cet outil va à la fois lui servir à lui, à la fois servir à son réseau, qui est le Théâtre de la Main d'Or. Alors, le Théâtre de la Main d'Or, effectivement, c'est quelque chose qu'il a acquis au temps où il avait encore un peu, je dirais, de manne financière, et qui aujourd'hui est à la fois le lieu de ses spectacles, mais aussi le rendez-vous de toutes les extrêmes droites parisiennes, de tous les musulmans droite des valeurs, parce que je suis toujours un peu réticent à caractériser des organisations de musulmanes, mais enfin, en tous les cas, des gens qui se définissent comme tels, mais qui sont liés pour l'essentiel à l'État iranien, ou alors carrément à l'extrême droite française, ce qui parfois est la même chose, on y reviendra sans doute. Bien, ce théâtre lui a permis de survivre, de traverser un peu le désert. C'est un petit théâtre, mais qui est dans le 12e, c'est ça. Voilà, qui est plein. Enfin, c'est plein, il fait salle comble, et ce ne sont pas que d'anciens collaborateurs vieillissants de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des jeunes des quartiers, il y a en gros tout public. Politisés ou non, et le danger est justement là, c'est que des gens qui ne sont pas ou peu politisés sont, je dirais, tout à fait susceptibles de recueillir ce genre de propos dans les spectacles, qui aujourd'hui d'ailleurs les spectacles ne sont plus des spectacles, mais sont carrément des meetings politiques. Et maintenant, on va essayer de voir vraiment quelle est cette idéologie de Dieudonné, ou en tout cas, si idéologie, peut-être le mot est peut-être un peu fort, en tout cas, de voir un petit peu quelles sont ses obsessions, puisque là, je pense que dans son cas, on peut vraiment parler d'obsession. Donc dans le livre, vous en distinguez 3. Donc on va peut-être pouvoir décrire. Effectivement, plus qu'idéologie, je crois que vous avez raison. Ce serait lui faire un gros crédit que de baptiser d'idéologie. Mais ceci étant, il a 3 obsessions, 3 manies. La première, c'est bien sûr le complot. Le complot, tout part du complot, tout revient au complot. À savoir que on nous ment, on nous cache, sans détailler. Alors l'idéologie conspiratrice n'est pas d'extrême droite en soi. Ceci étant, l'extrême droite en fait ses choux gras, et de nombreux auteurs, et depuis très très longtemps. Enfin, c'est une idéologie, je dirais, séculaire. Enfin, c'est quand même relativement ancien. Et aujourd'hui, l'extrême droite, sur Paris, le principal représentant de cette idéologie conspirationniste, Emmanuel Ratier, donc, qui publie une feuille de chou, feuille documents, feuille d'information confidentielle. Lui aussi qui a pris le relais d'Henri Coston. Tout à fait, Henri Coston, qui luttait à la fois contre les francs-maçons
les Juifs bien évidemment, mais ça c'est en base, hein, c'est même pas la peine de le préciser. Et donc le complot, et effectivement là encore il y a quelques heures, il était dans une manifestation contre le dîner du siècle, manifestation le siècle, une organisation qui rassemble en gros les grandes, non pas de ce monde, mais les grands Parisiens. Je crois que certains ministres qui ont quelques soucis en font partie. Donc des manifestations ont lieu régulièrement. En soi, c'est tout à fait honorable. Et il n'y a aucun souci là-dessus, si ce n'est que l'extrême droite française s'en est emparée depuis peu de temps. Et justement, essaie d'ailleurs de tendre la main. C'est-à-dire qu'il y avait même des tracts qui ont circulé. En gros, amis gauchistes, rejoignez-nous dans notre combat commun contre, en gros, la plutocratie, le nouvel ordre mondial, etc., etc. C'est quelque chose de relativement fort. Donc le complot, c'est un point. Ce n'est pas une thématique, je dirais, dans l'extrême droite à monopole, mais c'est quelque chose de fort. Et chez Dieudonné, c'est complot version paranoïa. Effectivement, avec peut-être des raisons objectives d'être paranoïaque, parce que lorsqu'on est victime d'un délit professionnel, à la fin, ça peut perturber. Ça, je peux, à titre humain, complètement l'entendre. Mais bien évidemment, lorsque les limites sont franchies, là, on est sur un autre discours et on est sur complètement. D'autant qu'il en fait une vraie construction politique. Une construction politique. Il reste pas seulement sur la parole par rapport à lui-même. C'est une vision du monde. Bien évidemment, c'est le sionisme. D'ailleurs, le sionisme. Nous avons découvert effectivement que le sionisme pouvait se trouver ailleurs que dans la région proche-orientale. Le sionisme. Qui parle de la France, serait occupé. La France est une zone occupée par les sionistes. L'Amérique, Obama est un sioniste, alors qu'Obama soit pro-israélien, sioniste, c'est une chose. C'est-à-dire que Obama est sioniste, mais sioniste au sens où Dieudonné l'entend, à savoir, en gros, participe au lobby juif, etc. Bon. D'autres le disent, hein. Par exemple, parmi les amis de Jacques Cheminade, de Lyndon LaRouche, sur Obama, en gros, en plus, ils y attribuent Obama descend du singe. Bon, c'est quelque part. Oui, en plus, il y a une vision raciste. Complètement raciste, mais racisme vraiment. Donc, Lyndon LaRouche, juste préciser, parce que c'est vrai que dans le livre, vous lui accordez une certaine importance. Et c'est vrai que son nom est peut-être peu connu en France. En France, il est peu connu, Lyndon LaRouche. Donc, lui aussi a commencé sa carrière, c'est un homme politique américain, qui a commencé sa carrière à l'extrême gauche nord-américaine. Puis très rapidement, j'insiste sur le très rapidement, est devenu un politicien parmi d'autres, mais qui a bâti son petit empire politico-médiatique sur le complot contre l'URSS à l'époque, donc un antisoviétisme forcené et qui est, je dirais, antisémite, qui a une Windsor aussi. Ça c'est une spécificité aussi, c'est qu'il pense que c'est l'Angleterre. Ça c'est assez étonnant quand même comme vision conspirationniste. Élisabeth II, agent du Mossad, et à la tête en fait d'un trafic de drogue, la drogue ayant pour objectif de pervertir en gros la jeunesse qui normalement lutterait de façon saine contre le système, mais en les droguant forcément on aboutit à autre chose. Effectivement, c'est une bouillie pour chat idéologique sur quelques dizaines de milliers de pages quand même, parce que ce sont des gens qui produisent beaucoup et en toutes les langues. C'est un véritable empire, un empire éditorial. Et en France, nous avons donc ce que nous avons appelé le disciple Frenchy de Lyndon LaRouche, donc Jacques Cheminade. C'est un ex-énarque qui a eu un petit parcours politique français, qui a été candidat à plusieurs reprises, du Parti ouvrier européen, tel était son nom, qui n'avait rien d'européen et rien d'ouvrier. Parti, c'était un groupuscule, qui a connu quelques soucis de nature judiciaire et qui là s'est refondé il y a quelques années sous le nom de Solidarité et Progrès, qui on qualifierait très très vite, là encore en n'étant pas spécialiste du sujet, mais d'un fonctionnement sectaire, on va dire sectaire dans le plein sens du terme. Donc le complot avec effectivement cet arrière-fond à l'extrême droite, plus Lyndon LaRouche, Jacques Cheminade, Thierry Messant dans une version un peu plus intelligente. Donc Thierry Messant, on l'a un petit peu abordé, mais je pense qu'il faut encore en parler un tout petit peu, puisque là aussi c'est quelqu'un qu'on avait connu, on avait assisté à ses conférences à l'époque, enfin beaucoup d'entre nous. Je pense qu'il il a même dû venir à cette antenne, parce que c'était quelqu'un qui traitait notamment de l'Opus Dei, donc comment on pourrait dire un courant dur au Vatican. Et déjà, en fait, en y repensant quand même a posteriori, on se rend compte que déjà dans sa critique de l'Opus Dei, il y avait déjà quand même une vision quand même conspirationniste quand même de cette thématique-là. Il pensait quand même que c'était l'Opus Dei qui avait construit l'Europe et que c'était l'Opus Dei aujourd'hui qui tenait l'Europe. Donc déjà quand même, c'était en germe. Mais bon. Ces idéologies, de toute façon, sont toujours à la recherche d'un grand manipulateur, du marionnettiste, de celui qui est à l'origine. À un moment donné, c'est le lobby franc-maçon, ça peut être l'Opus Dei, ça peut être les Illuminati, ça peut être les judéo-bolcheviques, ça peut être tout cela en même temps, ce qui est un peu compliqué, mais pourquoi pas, allons-y. Et Messant, c'est la version quand même un peu plus intelligente. Messant essaie quand même de se donner une rigueur intellectuelle dans ses propos, y compris les plus délirants. Il est difficile à prendre en défaut, sauf lorsqu'il se lâche.
mais il se lâche maintenant de plus en plus. Là aussi, il a publié récemment une interview dans Rivarol où il dit un petit peu ce qu'il pense. En même temps, lui aussi, il est paranoïaque. Il a quitté la France. Oui, voilà, expliquez ça, parce que ça, c'est quand même assez étonnant. Alors, Messan, juste Messan, quand même, on l'a connu du grand public, parce que là, donc, il était connu dans des milieux politisé, anticléricaux, donc pour son travail sur l'Opus Dei, son travail sur l'extrême droite, contre l'extrême droite avec le réseau Voltaire, contre le retour de l'ordre moral. Donc ça, je dirais qu'il avait une audience quand même limitée. Et il a ensuite été très connu à partir de son livre, donc L'effroyable imposture, après donc le 11 septembre 2001. Où Thierry Messan, effectivement, publie un ouvrage dans lequel il n'a pas été le seul à le faire. D'autres ouvrages du même type ont existé, mais il est le seul à avoir eu cette reconnaissance, une audience énorme, internationale, des dizaines de traductions en langue étrangère, des centaines de milliers d'ouvrages vendus dans toutes les langues, donc un succès extraordinaire, inattendu pour lui bien évidemment. Et Messan donc attribue le 11 septembre non pas à la CIA comme ça a été dit. D'ailleurs, il a fait récemment une rectification dans Le Monde, parce que Le Monde l'a un peu chatouillé sur ce sujet-là il y a quelques jours, donc en disant non, ce n'est pas la CIA, ce sont certaines fractions du lobby militaro-industriel américain. Bon, certains apprécieront la différence, elle existe bien évidemment, mais elle est subtile. Dans tous les cas, ce n'est pas le propos. Mais donc Messan effectivement est passé dans l'antifascisme. Pour ce qui me concerne, moi j'ai fréquenté Thierry Messan il y a quelques années de cela, dans des débats où nous échangions sur la meilleure façon de combattre l'extrême droite et le Front National. Il a été à l'origine, avec d'autres, parce qu'aujourd'hui, il s'attribue la paternité de tout. L'antifascisme en France, c'était lui. C'était heureusement un petit peu plus large que sa propre personne, mais effectivement, il a participé à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur le DPS, donc le service d'ordre du Front National. Il a été à l'origine de mouvements d'homosexuels contre l'ordre moral et la pénétration de l'extrême droite dans ces milieux. Enfin bon, il a fait des choses complètement tout à fait honorables. Et puis, lui, son bouquin lui a valu, un bouquin quand même qui lorsqu'on regarde de très près, comme dans toute théorie du complot, il y a toujours quelques éléments factuels qui ne sont pas forcément complètement idiots ou troublant, faux, mais qui troublent. Et de là à en construire quelque chose de complet, de total, là, bien évidemment, il a poussé le bouchon très loin, ce qu'il a valu des inimitiés. Et lui, dit-il, depuis ce jour-là, je suis tricard, on veut ma peau. Voilà, ça va plus loin que tricard. J'ai été exfiltré. Voilà. Et aujourd'hui, je vis à Beyrouth. Je suis protégé. On ne sait pas par qui. Enfin, nous, on peut mettre des noms sur les services qui le protègent. Mais bon, c'est un mythomane. C'est un mythomane qui en tout cas, c'est un mythomane, mais il est quand même à Beyrouth, il a quand même des réseaux internationaux. Complètement, vous disiez tout à l'heure, il avait quand même une large audience. Complètement, c'est un globe-trotteur, c'est en gros l'expert, est-ce complot, est-ce empire américain. Là, il vient de faire un film dont on parlera sans doute financé, mais c'est en toute transparence, financé. Donc, vous pouvez nous en parler là. Messan fréquente régulièrement l'Iran qui, comme chacun sait, est le pays le plus démocratique au monde et le plus ouvert en matière d'expression culturelle. Les cinéastes emprisonnés en savent quelque chose. Donc, Messan, Dieudonné est allé chercher, parce que Dieudonné veut faire 2 films, dont un qui lui tient à cœur. C'est d'ailleurs le second point de ses obsessions, c'est la traite des Noirs, donc la traite des esclaves. Et donc il veut faire un film sur le Code Noir, le fameux Code Noir qui organisait en gros la traite des Noirs il y a de cela quelques siècles. Il avait un projet de film qu'il a présenté au Centre national de la cinématographie. Ça lui a été refusé, et bien évidemment ça lui a été refusé parce que le lobby juif ne voulait pas de ce film, parce qu'il y a 2 poids 2 mesures. Là, c'est vraiment une récurrente chez Dieudonné. Il y a 2 poids 2 mesures. En gros, il y a 150 000 films, ce qui est faux, bien évidemment, sur la Shoah, et un seul film sur le Code Noir. C'était un film de trop. Donc, le film, il l'a mis de côté. Et là, aujourd'hui, le gouvernement iranien a mis à sa disposition. Le film est en train, normalement, si Dieudonné ne raconte pas de bobard, est en train d'être tourné avec un budget, dixit Dieudonné, quasi hollywoodien. Donc on parle de centaines de milliers d'euros, donc avec tournée en Iran, en Espagne, à Cuba, au Venezuela, avec des artistes dont il ne publie pas la liste, parce que sinon les artistes auraient des soucis, toujours le côté paranoïaque, pas forcément infondé par ailleurs, mais donc un gros budget. Et Thierry Messan, lui, a fait un documentaire dont il est d'ailleurs, nous ne l'avons pas encore vu, mais il sort prochainement, c'est je crois la semaine prochaine, à Paris, en exclusivité dans une salle, et ce film, c'est un documentaire dont Messan est l'un des acteurs, où il raconte en fait comment le 11 septembre s'est déroulé à sa façon. Bon, c'est filmé par un documentariste iranien qui a fait beaucoup de choses sur le conflit Iran-Irak, mais
là encore, un film à la gloire de Messant, qui essaie de dédouaner, bien évidemment, l'Iran de tout un tas de choses qu'on pourrait lui reprocher par ailleurs, mais là n'est pas le propos. Et donc, vraiment, aujourd'hui, l'Iran finance massivement. C'était la vedette. Il y a eu chaque année un festival à Téhéran du court-métrage. Et donc, ils étaient la vedette. Et là, il y avait pratiquement, pas tous les acteurs de notre galaxie, mais beaucoup des acteurs de notre galaxie. Francesco qu'on aimait bien évidemment, parce que dès qu'on parle de cinéma, antisémitisme, il est forcément là, et donc quelque part maintenant on change de registre là, on n'est plus dans le bricolage, dans le super, passe à notre échelle. Dans le Super 8, on est sur Hollywood qui d'ailleurs est contesté parce que Hollywood, comme chacun sait, est contrôlé par le lobby juif. Oui, parce que Dieudonné parle de lobby juif du cinéma en parlant du CNC, donc j'imagine que pour lui Hollywood c'est encore plus diabolique. Alors donc pour faire un petit peu la transition avec donc entre sa deuxième et sa troisième obsession, donc sa deuxième obsession qui était donc la traite des Noirs, et il y voit dans la traite des Noirs aussi donc une des causes qui est un des responsables de cette traite, en tout cas un des acteurs importants de cette traite, c'était le juif. Oui, le juif, car la traite des Noirs, on l'a dixit Dieudonné, on en connaît que effectivement sa version la plus édulcorée, c'est-à-dire la version classique de méchants blancs qui ont fait commerce de corps humains noirs à destination essentiellement des États-Unis en formation. Mais lui dit, il y a aussi le négrier juif, qui s'est enrichi, qui à la fois s'est enrichi du trafic d'esclaves, mais qui s'est aussi enrichi ensuite, une fois ces esclaves arrivés aux États-Unis, par exemple, qui les a exploités, y compris sous des dehors fort sympathiques, en essayant éventuellement de les aider, mais pour en tirer toujours bénéfice, profit, car les Juifs, comme chacun sait, est âpre au gain, et donc cherche par essence, par nature, et il théorise là-dessus. Alors, en ce sens-là, ça n'a rien d'original. Dieudonné n'a rien inventé. Il reprend des théories basées sur des documents qui pour certains d'entre eux sont bien réels, mais nous n'avons pas voulu entrer dans une polémique d'historiens, car là, il rentre aussi sur des théories qui avaient déjà été développées aux États-Unis, complètement aux États-Unis, par des fanatiques noirs, ou des gens comme Farrakhan, les gens qui sont autour de Farrakhan. Là, il importe cette théorie-là, complètement, à sa façon et en les références universitaires en moins, car tout ce qui tourne autour effectivement de Farrakhan, qui était un mouvement, il y avait quand même des universitaires qui étaient proches de ces mouvements. Dieudonné, c'est quand même là aussi le degré, je dis pas zéro, ça serait excessif, mais le degré pas grand chose de ce genre de théorie. Alors justement, parce que donc ce qu'on voit quand même, ce qui fédère autour de Dieudonné, vous l'aurez bien compris, vous le savez déjà sûrement, donc c'est l'antisionisme, qu'on pourrait plutôt qualifier d'antisémitisme. Mais ce qui serait intéressant de voir, c'est sur quel antisémitisme Dieudonné s'appuie-t-il? Ça, vous définissez deux antisémitismes historiques. Un plutôt marqué à gauche et plutôt lié au 19e siècle, l'autre dont l'extrême droite avait fait son miel et qu'on pourrait plutôt associer au 20e siècle et au rapport avec Israël. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu détailler ces deux antisémitismes qui sont quand même le ferment, et surtout c'est qu'il a réussi, je dirais, à les amalgamer, lui ou ceux qui l'entourent. Voilà, à faire la synthèse effectivement entre deux conceptions historiques de l'antisémitisme, un antisémitisme non pas de gauche, mais à gauche. La nuance n'est pas que sémantique, car l'antisémitisme existe, il n'y en a pas de gauche ou de droite. On avait reçu un historien ici qui avait parlé justement d'une histoire de l'antisémitisme de gauche. Effectivement, c'est un débat. Par ailleurs, là encore, nous n'avons pas voulu faire œuvre d'historien, parce que nous ne sommes pas, sauf Jean-Paul Gaultier, mais là n'était pas le propos. Donc, un antisémitisme historiquement, je dirais, classique. Les grands auteurs français, de Drummond à quelques autres, en gros, tout vient du juif, tout revient aux juifs, donc la boucle est bouclée. Drummond, journaliste, qui était responsable de la libre parole, du grand journal antisémitiste du 19e, la Libre Parole. Voilà, donc, et les grands auteurs, Dieudonné ne les a pas lus bien évidemment, mais je pense que certains ont dû en faire des perfusions, ou lui en lire des extraits et lui donner un vernis, ce qui explique qu'il a parfois lorsqu'on lit et lorsque l'on entend Dieudonné, on a l'impression de retrouver des écrits de la fin du 19e, du début du 20e, qui étaient extrêmement violents, parce que dans ces temps-là, la loi française, il y avait les candidats y compris aux législatives anti-juifs, le parti anti-juif, donc ça donne quand même une idée de ce qui pouvait se faire en matière politique à cette époque-là. Et donc Dieudonné, à son corps défendant ou pas, peu importe, est l'un des héritiers de cet antisémitisme-là, plus
plus que directement un antisémitisme lié classiquement à l'extrême droite française. Par contre, les gens qui l'entourent, eux, sont porteurs de cet antisémitisme bien lié à l'extrême droite, car son entourage, si on met de côté des gens comme Messant, Condémy, ou quelques altermondialistes égarés, ont un passé politique, on va dire, qui n'est pas à l'extrême droite, ou Ginette Escandrani, par exemple, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier les négationnistes. Oui, on va en parler après. Voilà, oui. C'est quand même une composante non négligeable qui voit des génocides partout, surtout pour faire oublier le génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Mais quelque part, Dieudonné, et c'est une éponge, hein, c'est un petit peu comme ça qu'on essaie de le qualifié, à défaut d'avoir une idéologie propre, il picore au profit de ses obsessions, comme ça a été dit. Et son antisémitisme, au départ, c'était le lobby, et puis peu à peu, on a eu l'impression quand même que Dieudonné devenait un militant politique, même s'il n'en avait pas conscience, et devenait de fait un nationaliste révolutionnaire. Le terme, parfois, les auditeurs de Radio Liberté, ça peut peut-être un peu les choquer, l'association des deux termes, un nationaliste révolutionnaire, mais donc c'est un courant d'extrême droite française et européenne qui prétend combattre le système et qui parfois tend la main, justement. C'est toute la difficulté d'appréhension de cette galaxie et de ses composantes, c'est tend la main à des militants de gauche, d'extrême gauche, qui eux combattent sincèrement, on va dire, le système. Alors après, le débat est ouvert, mais au nom, justement, d'une nouvelle convergence. Oui. D'une nouvelle convergence, non pas des extrêmes, mais d'une nouvelle convergence des rebelles, de ceux qui sont hostiles au système incarné par l'Amérique du Nord et l'État d'Israël, et de leurs laquais, de leurs valets, donc les gouvernements de Sarkozy et quelques autres. Alors certains parlent même de gauche du travail, droite des valeurs, notamment quelqu'un qui est important et que je pense maintenant il faut quand même en parler un petit peu, c'est Alain Soral, qui va jouer quand même dans les évolutions idéologiques et même au-delà dans la construction des réseaux de cette galaxie Dieudonné, la structuration, un rôle important, donc c'est Alain Soral. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors Alain Soral, effectivement, vous avez raison de le signaler, Alain Soral est une pierre importante dans la construction de la galaxie, peut-être pas la pierre qu'il aimerait être, c'est-à-dire que Alain Soral a quand même une image de lui relativement importante, mais Alain Soral donc se définit, mais nous n'avons pas eu la preuve de la chose, se répand partout comme étant un ancien militant du Parti communiste français. Il le dit, il l'écrit, nous n'avons jamais, autant nous avons investigué, nous n'avons pas trouvé de référence à ce sujet. Bon, dont acte, il a sans doute été proche du Parti communiste français à une époque où celui-ci effectivement parlait de bulldozer et d'ordre moral. À une époque, rappelez-vous, en matière de libération de la femme, le PCF n'était pas forcément l'organisation la plus avancée en la matière. Non, et ça donc, date quand même. Ça date, mais Alain Soral, n'est pas sorti, je dirais, c'est pas un perdreau d'aller non plus. Il a un certain âge, il a connu les années 80, 90. À cette époque-là, il se définissait comme marxiste, ce qu'il revendique toujours d'ailleurs, un marxisme à sa façon. Et on est passé du PCF avec quelques époques où il a commis quelques ouvrages, quelques essais quand même relativement peu intéressants, donc, mais qui à la mode, on va dire des essais à la mode, seulement la mode expliquée aux parents. Enfin bon, il y a des bouquins très très intéressants. Alain Soral se définit comme philosophe. Effectivement, il a suivi quelques cours de philosophie, de sociologie dans quelques universités parisiennes. Quelque part, c'est non pas un imposteur. Ces diplômes, nous n'avons pas trop vu, mais enfin, on ne juge pas les gens au nombre de diplômes qu'ils peuvent avoir, bien évidemment. Ceci étant, Soral, sa particularité, on passe d'une appartenance au PCF revendiquée mais jamais démontrée, comme je viens de l'expliquer, à une proximité avec le Front National, au point d'en devenir membre du comité central sur demande expresse de Jean-Marie Le Pen, donc qui a ce droit de pouvoir nommer ses amis ou ses fidèles, ses courtisans au comité central du Front, et devenant en gros l'un des idéologues, dit-il, c'est toujours sous le contrôle d'Alain Soral, qui dit beaucoup de choses mais qui ne démontre jamais rien, d'une inflexion du discours du Front National. Par exemple, je ne sais pas si vous avez en mémoire le fameux discours de Valmy de Jean-Marie Le Pen, disant en gros
on est français non pas par la couleur, mais par son appartenance à la nation et la volonté d'en faire partie. Donc c'était les grandes époques. En gros, Jaurès aurait voté Front National. Voilà, c'était un petit peu. Oui, parce que l'idée aussi de Soral, c'est comme de briser le clivage droite-gauche. C'est comme sa grande idée. Briser, voilà, c'est l'égalité. Son mouvement, d'ailleurs, Soral a fondé un mouvement qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Donc, qui dit gauche du travail, droite des valeurs, essayant de faire la synthèse de tout cela dans ce petit groupuscule et essayant de peser à la fois dans le débat politique, mais plus dans le débat des idées, parce que là aussi on essaie de faire un peu de l'Alain de Benoît, donc en gros qui a été l'idéologue de la nouvelle droite il y a quelques dizaines d'années maintenant, et qu'en gros on fait un débat dans la stratosphère, dans les idées, un débat métapolitique pour essayer de gagner, parce que là aussi un Soral qui n'a peur de rien se définit en gros Gramsci, donc le philosophe marxiste italien. En gros, pour pouvoir conquérir le pouvoir, il faut d'abord en conquérir les superstructures culturelles par exemple, et donc moi je suis celui-là. De même que Dieudonné se prend pour le Hugo Chavez, donc le président du Venezuela français, Soral n'hésite pas, ne recule devant aucune comparaison, surtout le concernant, et donc Gramsci, Marx, Lénine pas trop, mais Marx beaucoup, et puis quelque part c'est... Et est-ce que Soral sera un des artisans du rapprochement, donc on parlait en 2006 de Jean-Marie Le Pen et de Dieudonné, de l'avenue notamment de Dieudonné, donc ça avait été quand même là aussi, ça avait défrayé la chronique, à la fête des Bleus Blancs Rouges. Complètement. Alors il y a des revendications de paternité qui sont multiples sur le sujet. Beaucoup disent avoir été à l'origine de cette venue, de ce rapprochement, qui ne devait absolument rien au hasard, même si Dieudonné aujourd'hui réécrit un peu sa propre histoire, le révisionnisme comme quoi c'est quelque chose de compliqué, en disant en gros je faisais la tournée des popotes politiques et je serais allé à la fête de l'humanité sans aucun problème si on m'y avait invité, et j'avais prévu d'aller voir l'UMP et tout. Concrètement, il n'a fait un tour que à la fête, donc qui n'était pas la fête des Bleus Blancs Rouges, mais qui était la convention présidentielle du Front, où il a été accueilli, bien évidemment. Soral était l'un de ceux qui ont permis, je dirais, sa venue, avec quelques autres au sein du Front, tel Farid Smaï, qui était l'un des membres du bureau politique du Front National, qui a été écarté depuis. L'arabe de service, ça a ses limites, quelque part, mais il n'a pas été reconduit dans son mandat, en disant le Front National aujourd'hui, est un parti sioniste. Comme quoi, on est toujours le sioniste de quelqu'un, c'est terrible dans cet univers impitoyable des extrêmes droites françaises. Donc, effectivement, Dieudonné, ça surprend, mais vous l'avez dit, Dieudonné à la fête donc du Front National, non pas ovationné par les militants, mais les militants, y compris les services d'ordre, se demandant en gros si c'était, sans mauvais jeu de mots, du lard ou du cochon, que fallait-il faire de cet individu. Bon, il est resté sans aucun souci, bien évidemment. Et ensuite, le chemin avec le clan Le Pen, plus qu'avec le Front National, car Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, sur ce plan-là, ce n'est pas forcément la même chose, au-delà des sympathies qu'elle peut avoir ou pas pour l'individu Dieudonné et pour Alain Soral, mais quelque part, c'était un moment de rencontre, et on retrouvera Dieudonné qui viendra aider Jean-Marie Le Pen en difficulté, et réciproquement. Et le fameux baptême. Et le baptême de Plume. Qui était une grande Plume. viole, là. Alors Plume, c'est à la fois un happening, c'est un buzz, c'est ce que l'on veut, mais la véracité des faits, effectivement, l'une des filles de Dieudonné, donc, qui a plusieurs enfants, qui s'appelle Plume, a été baptisée, donc, à Bordeaux, dans une église dont le curé est Philippe Laguérie, qui est connu sans doute des Parisiens, puisqu'il a longtemps été le responsable de Saint-Nicolas-Chardonnay, donc l'église occupée, dixit, du diocèse de Paris de façon illégale par les intégristes, et donc plus intégriste que lui, c'est difficile en matière de catholicisme, et donc Dieudonné a fait baptiser sa fille à Bordeaux par cet abbé, et bien sûr le parrain est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, et là nous avons Laguérie lui-même le revendique dans son bulletin paroissial, donc a priori nous croyons sur pièce ce que Laguérie publie. Donc vous avez divisé dans le livre les 7 familles qui constituent en 7 familles la galaxie Dieudonné. Donc il y en a certaines dont on a parlé, donc on va pas revenir dessus. La première des familles, c'est les conspirationnistes, donc on a longuement décrit ce milieu-là. L'extrême droite, ce que vous appelez l'extrême droite plurielle, donc on vient d'en parler avec des gens comme Soral, comme évidemment Jean-Marie Le Pen. Et il y a aussi donc des groupes peut-être moins importants, en tout cas nettement plus marginaux, comme par exemple ceux que vous avez appelés, entre guillemets, les bons juifs de Dieudonné. Alors les bons juifs de Dieudonné, effectivement, on a dit en gros, il y a
Il y a plusieurs familles qui gravitent dans cette galaxie. Les bons juifs, Dieudonné a quand même le souci d'éviter d'être taxé d'antisémitisme et donc de mettre en avant son antisionisme. Donc l'antisémitisme, quand même, c'est difficile à porter dans nos démocraties occidentales. Donc quelque part, si on a le soutien de juifs, de rabbins, et a fortiori de rabbins organisés dans des mouvements, c'est l'idéal. Donc c'est QFD. Je ne suis pas antisémiste, la preuve, puisque des rabbins non seulement sont mes amis, mais me soutiennent et sont même sur cette fameuse affiche. Voilà, alors l'affiche est une imposture dans l'imposture, puisque le rabbin, enfin quelqu'un. Lorsqu'on n'est pas forcément féru de culture judaïque, on voit quelqu'un avec des papillotes, un petit chapeau, une grande barbe. On peut imaginer, caricature aidant, qu'il s'agit d'un rabbin. C'était tout à fait l'objectif de Dieudonné et de Yahya Gouasmi, donc du parti antisioniste, et d'Alain Soral, que de faire imaginer que cette personne-là, qui figurait en arrière-plan de l'affiche, était candidate. En fait, elle n'a jamais été candidate et par ailleurs était rabbin. En fait, il s'agit d'un Belge converti au judaïsme et qui n'est pas plus rabbin que vous et moi. Enfin, en tous les cas que moi, vous, je ne sais pas, moi non. Donc, j'imagine. Mais quelque part, c'est là encore une escroquerie dans l'imposture. Pour des gens quand même qui veulent dénoncer les impostures en permanence, c'est vrai qu'ils sont quand même coutumés du fait. Ouais. Bormann, en poussant le bouchon un peu loin, Bormann est devenu juif, s'est converti uniquement à des fins de propagande, parce que Bormann, en fait, ne sort de chez lui que pour, je dirais, démontrer qu'Israël est que le sionisme Israël, en fait, c'est une abomination. Alors ça, c'est le côté Bormann, mais les bons juifs, il existe effectivement, pour ceux que ça intéresse, certains mouvements juifs orthodoxes, les Neturei Karta, qui considèrent que le sionisme est une aberration, puisque l'Israël avec un grand I qui doit un jour arriver ne peut pas être de création humaine mais de création divine. Donc quelque part, c'est un gouvernement à combattre. Et donc ces gens-là se définissent comme antisionistes et eux aussi participent, parfois critiqués par nombre de leurs disciples, à toutes les organisations, toutes les manifestations antisionistes, antisémites, dirons-nous, quelque part. Alors, il y a aussi, pour rester sur des mouvements fondamentalistes religieux, il y a aussi des fondamentalistes musulmans. Donc ça, on en a pas mal parlé, voilà. Je pense, au cours de l'émission. Voilà, c'est le parti antisioniste, le parti des musulmans de France, qui n'est pas directement parti à la galaxie, mais qui a participé, plus tout un tas de petits mouvements, mais qui sont des satellites, on va dire, dans la galaxie, mais plus ou moins liés au gouvernement iranien. Il y a aussi donc, on va dire, le roi des girouettes et des revirements en série, Kémy Séba, donc qui représente quasiment que lui. Alors Kémy Séba a représenté peu de monde, mais au fil des temps et des avatars politiques qu'il a pu créer, bon, le dernier en date étant le mouvement des damnés de l'impérialisme. Aujourd'hui, Kémy Séba, a quitté la scène politique puisqu'il va œuvrer au développement agraire africain, parce qu'il avait dit en gros, en ethno-différentialiste, concrètement, il faut que je retourne là d'où mes ancêtres viennent, c'est-à-dire en Afrique, pour aider justement à ce que ce continent ne meure pas. L'initiative qu'une certaine extrême droite ne réprouverait pas, d'ailleurs. Tout à fait. Ah bah oui, c'est que en gros, les Arabes, les Noirs, les Juifs chez eux, c'est très bien. Il y a aucun problème. L'ethno-différentialisme, c'est cela. Ce n'est pas un racisme en soi. Je mets là encore beaucoup de guillemets, mais c'est en gros le développement séparé, ça ne pose aucun problème à l'instant T. D'où certaines connexions. Complètement. Alors donc il y a ce Kémy Séba. Kémy Séba, effectivement, c'est petit mouvement, mais en même temps, ça fait toujours des ordres que de voir Place Saint-Michel à Paris, une manifestation où vous avez des militants du mouvement des damnés de l'impérialisme, donc des Afro-Français, voilà, pour reprendre la terminologie, et des mouvements néo-nazis, des gens avec des bérets miliciens et des uniformes qui lutte officiellement contre la présence tout à fait pertinente par ailleurs politiquement des troupes françaises à l'étranger. Alors, on a aussi, pour continuer un petit peu sur les groupuscules, parce qu'il s'agit quand même de groupuscules, même si aujourd'hui ils peuvent avoir un écho plus large qu'ils ont pu avoir par le passé. Il y a aussi donc ceux que vous appelez les sectaires, quelqu'un qu'on a cité tout à l'heure, donc comme Christian Cotten, donc que vous qualifiez d'illuminé de service. Et aussi il y a eu à des moments, là je pense que Dieudonné était un peu plus embêté. Là c'est peut-être un peu trop loin, Claude Vorillon, alias Raël. Donc c'est quand même là encore voilà, un panier de crabe incroyable. Voilà, effectivement, le panier de crabe, mais pour montrer qu'on est toujours le farfelu de quelqu'un, c'est qu'il y compris Raël, donc si les auditeurs, les auditrices ne connaissent pas, donc il a été invité, il a été enlevé par les petits hommes verts à un moment donné pour
pour en devenir leur ambassadeur. Donc effectivement, c'est quelqu'un ancien chanteur de variété, qui a connu un succès relatif et qui donc maintenant est à la tête d'un petit empire sectaire. Donc Raël International, c'est quelque chose de relativement conséquent. Et donc il y a eu plusieurs rencontres entre Dieudonné et Raël, mais à un moment donné, Raël, qui quand même, le ridicule ne tue pas, mais si apparemment, c'est que Raël a dit quand même, Dieudonné, c'est pas trop fréquentable. Parce que les propos qu'il tient sont quand même limites, l'antisionisme, certes, l'antisémitisme, ça commence à être plus compliqué, d'autant que moi je suis un antisioniste, enfin, dixit Raël, je suis antisioniste, sioniste, enfin tout cela étant très compliqué. C'est un mélange c'est un emblème, croix gammée, c'est ça ? Croix gammée, svastika, étoile de David, tout ça est assez complexe. On n'entre pas dans l'idéologie de la secte Raël, mais ceci étant, là aussi, des rencontres, et là encore, le théâtre de la Madone dont nous parlions, je dirais, a été loué à la secte Raël qui a tenu une conférence sur la réalité des ovnis. Donc c'est un débat que les auditeurs et les auditrices pourront apprécier. Mais quelque part, donc au-delà de la caricature et de la plaisanterie de fin d'émission, là aussi c'est une galaxie, ça attrape tout, ça aspire tout, y compris les plus... Y compris aussi, pour terminer comme sur cette galaxie rapidement, donc les négationnistes, qui jouent là pour le coup, je pense par rapport à des gens comme Kimi Seba ou Raël, un rôle beaucoup plus important et beaucoup plus de connexion même sur le plan international, puisqu'il faut aussi en parler. On a un petit peu parlé de Messan à Beyrouth, mais il y a aussi donc toute cette galaxie, et là pour le coup, qui est assez structurée, qui sont les négationnistes. Alors, les négationnistes, on change de catégorie en quelque sorte. Ce sont des gens effectivement à la fois politiquement beaucoup plus dangereux que les admirateurs des petits hommes verts. C'est effectivement, certains d'entre eux proviennent, en plus là aussi, sur les dérives, ce sont des gens qui ont déjà initié le parcours. Certains d'entre eux proviennent de la gauche, du mouvement écologique, des Verts, effectivement, comme Ginette Scandrani, qui est devenue un petit peu la passionnariat négationniste parisienne. Elle est de toutes les initiatives. Elle était encore il y a peu de temps en Libye pour dénoncer le génocide que Obama et Sarkozy étaient en train de réaliser, de perpétrer vis-à-vis du peuple libyen, avec son ami Poumier, qui est une ex-universitaire de l'université de Paris 8, qui a longtemps vécu à Cuba, et qui, toutes les deux, se promènent sur la planète en allant à la recherche de génocides qui chercheraient en fait à masquer le génocide commis contre l'encontre des Juifs, des Tziganes durant la Seconde Guerre mondiale, à tel point que Poumier a commis un ouvrage qui s'appelle Proche des nègres. Alors des nègres, jeu de mots ou pas, c'est nègres, négationnistes, en tous les cas, une admiratrice bien sûr de Faurisson, donc Robert Faurisson, dont vous parliez à l'instant sur le fait qu'il ait été présenté au Zénith. Parce que faire acclamer, c'est ce qui nous a... On a vu quand même beaucoup de saloperies durant la préparation de ce bouquin. Ce qui nous a le plus, tant on pensait être vacciné un petit peu en matière de choses abjectes, voir présenter Faurisson, le faire acclamer dans un zénith plein. On n'aurait jamais cru voir ça au début des années 2000, c'est impossible. Un zénith plein de jeunes. Et ce n'était pas des jeunes nazis, contrairement à ce que certains journalistes ont pu dire, ce n'était pas le congrès, ce n'était pas Leni Riefenstahl, c'était pas le congrès du parti nazi, c'était des jeunes de banlieue qui venaient et qui acclamaient Dieudonné et donc ses invités. Mais quelque part, le résultat était absolument abominable. Et c'est là qu'on se dit, c'est aussi ce qui nous a décidé un petit peu à continuer à faire que le bouquin puisse sortir, en disant, voilà, il y a un vrai danger. Le danger, il est pas tant sur la contamination de 3 hurluberlus du renouveau français, mais bien sur une contamination possible de jeunes de quartier, justement véhiculés par des individus comme Dieudonné. Oui, parce que vous pensez que donc au-delà des cercles qu'on a décrits assez longuement dans cette émission, vous pensez que donc son audience est beaucoup plus large. Son audience est plus large, y compris beaucoup plus large que celle qu'ils ont obtenue aux élections européennes. Bon, mais qui peuvent être quand même inquiétantes dans certains quartiers, parce qu'à la fin, vous mettez un tableau. Donc je crois que c'est à Gennevilliers, dans un des quartiers, ils font quand même 23%. Oui, certains bureaux de vote. Alors après, bon, le tout est à relativiser. Bon, ils ont fait un score relativement faible, mais enfin, en matière européenne, il y avait une concurrence quand même relativement importante. Un score non négligeable, et de toute façon, le public visé, n'est pas inscrit pour l'essentiel sur la liste électorale, et 2, quand bien même le serait-il, il ne va pas voter. Donc, par contre, parmi les électeurs et les électrices de Dieudonné et de sa liste antisioniste, il y a beaucoup de jeunes de quartier, plus que de néo-nazis en recherche de nouveaux horizons idéologiques. Ceux-là sont plus orientés vers le Front National ou vers l'une des listes qui existait à l'extrême droite du paysage français. Donc on peut dire qu'il y a quand même une audience. Est-ce que au sein, par exemple, de l'extrême gauche ou on va dire des mouvances libertaires,
en dehors des gens qu'on a cités, qui soient des anciens Verts, des gens comme Condémy, est-ce que, alors que je me rappelle m'être empaillé avec des gens il y a quelques années, donc je sais pas, peut-être avant 2008, sur ce thème-là, qui soutenaient encore Dieudonné, est-ce qu'il a encore des appuis, même on va dire même déguisés? Non, a priori, pour ce que on s'est posé la question, est-ce qu'il y a encore des dieudonnistes honteux quelque part? Nous n'en avons pas trouvé, même en grattant de façon structurée, organisée. C'est-à-dire que il a effectivement des partisans. On peut dire qu'il en a un petit peu partout, mais aucune organisation, même petite, même à l'idéologie un peu baroque, qui se situerait en gros de la mouvance libertaire à gauche de la gauche, personne ne soutient ni officiellement, ni officieusement, ni même en off Dieudonné. Là-dessus, il est complètement tricard, et c'est très bien comme ça. Ceci étant, je parlais des structures, par contre des individus, des militants. Je me souviens avoir eu il y a peu de temps encore des discussions avec des jeunes étudiants en philosophie, militants d'extrême gauche, qui se posaient des questions sur Alain Soral et son marxisme, qui se posaient des questions sur le nouvel ordre revendiqué et combattu par Dieudonné. Donc quelque part le mal est profond. Jeunes de quartier, jeunes en recherche d'entrée en politique. Oui, et de radicalité aussi. De radicalité aussi. Ah bah oui. Dieudonné, c'est radical. Voilà. C'est radical. C'est sulfureux, il y a ce côté sulfureux. C'est sulfureux. Alors, ma dernière question, puisqu'après on fera une dernière pause avant de vous faire les annonces, c'est est-ce que aujourd'hui, donc, on peut considérer que Dieudonné serait le fédérateur d'une nouvelle extrême droite? Est-ce qu'on peut dire aussi que, un petit peu à l'image des tentatives d'Alain Soral, les clivages droite-gauche peuvent être, on va dire, affaiblis? Les fédérateurs d'une nouvelle extrême droite, non, bien évidemment, ça dépasse, combien même il a l'ambition, ça dépasse largement ses capacités politiques. Tant que j'ai indiqué au départ qu'aujourd'hui, il se situait lui plus sur un soutien à Biquette en 2012. Donc Biquette n'a pas d'idéologie, Biquette est une chèvre, Biquette fait exploser le système, Biquette est une caricature. Donc là-dessus, je pense que Dieudonné est relativement clair. Par contre, il a été l'instrument complètement conscient de nouvelles convergences, d'Alain Soral, de musulmans politisés, de sectes, de tout poil, de négationnistes. Il a réussi de complotistes à faire que tous ces gens-là cohabitent, même si aujourd'hui certains ont repris un peu leur bille et vivent leur vie politique de groupuscules comme auparavant, mais pour autant, il a fait exploser effectivement les frontières. Je crois que là-dessus, exploser les frontières. Il a contribué à faire exploser les frontières et à dire effectivement, aujourd'hui, le seul combat qui mérite d'être mené, c'est un combat contre le système. Donc, à une époque, on parlait des grands satans, un combat contre le système. Donc, bien évidemment, l'américano-sionisme, bon, cela va sans dire, mais lui, c'est mieux en le disant. On fait imploser le système de façon, et on prend les alliés qui se présentent. Et donc, à ce titre-là, le Front National peut complètement être un allié. Et on va dire que le meilleur ami de Marine Le Pen, c'est Dieudonné. Non pas qu'il soit ami, parce qu'effectivement, je pense, on nous a posé la question, mais que Marine Le Pen est assez hostile, non pas à l'individu Dieudonné, mais en tous les cas au message politique. Par contre, ça l'ouvre un boulevard. Savoir Dieudonné étant celui qui se répand de la façon la plus odieuse sur les thèmes qui étaient chers à son papa. Donc forcément, ça lui donne une respectabilité. Ça lui donne une respectabilité en creux et ça lui ouvre un boulevard. Et en même temps, ça sert aussi de réservoir électoral, car il ne faut pas oublier quand même que les élections, il y en aura d'autres, et que à un certain moment, les jeunes en question, parce que c'est surtout le public jeune qui nous a intéressés, le danger il est là. Le Zénith, pour nous, c'était plus jamais ça. C'est un traumatisme. Voilà. Donc Michel Briganti, donc merci. Donc je rappelle que vous êtes co-auteur avec André Deschaux et Jean-Paul Gaultier du livre La Galaxie Dieudonné, pour en finir avec Les Impostures, qui vient de paraître aux éditions Sileps. Merci à vous.